Bonjour à tous, bonjour, merci de votre fidélité. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Merci aussi également à tous ceux et celles qui commentent, réagissent sur la page Facebook. Ça fait débat et vous êtes très nombreux à le faire. Et vous avez vu, vous l'aurez noté, ça ne vous aura pas échappé, en toute liberté d'expression. La page Facebook, elle s'intitule Ça fait débat. Et puis sur Twitter, @CFDébat. Heureux de vous retrouver, c'est parti. Allez, au menu de ce qui a retenu notre attention au sommaire. Eh bien, vous savez, direction le Burundi. Des dizaines d'arrestations lors des manifestations. Paris regrette d'ailleurs ces violences-là. La radio publique africaine, même, je dirais même 3 radios. On a vu, évidemment, leur a reproché un certain nombre de choses. Est-ce qu'il y a un risque d'une confrontation avec l'opposition burundaise? On en parle tout à l'heure. Burkina, manifestation en faveur du nouveau code électoral. Des milliers de personnes ont manifesté il y a quelques jours en faveur du nouveau code électoral. Eh bien, tout cela exclut des prochaines élections d'octobre des partisans, vous savez, de l'ancien président Blaise Compaoré. On en parle tout à l'heure. Direction la Côte d'Ivoire. Le FPI refait parler de lui. Les présidents ou le président? On en parle tout à l'heure, on ne sait pas trop. Ils prennent le dialogue avec le pouvoir. Et puis enfin le Sénégal. Forte mobilisation pour la libération d'Amadou Sall. Vous savez, l'ancien ministre de la Justice, il est avocat de Karim Wade. Eh bien, il est accusé d'offense au chef de l'État, Macky Sall. On en parle tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une raison à tout cela? Et puis quelle offense s'agit-il précisément consacrée en direction du chef de l'État? Vous le savez, le dicton n'a pas changé. Ça fait débat, c'est maintenant et en toute liberté d'expression. C'est parti. Pour commenter l'actualité, eh bien, on va commencer par notre charmante dame qui est ici. On peut lui souhaiter bon anniversaire d'ailleurs. Elle s'appelle Maxence Ancel. Joyeux anniversaire. Voilà. On peut le dire en cœur, bon anniversaire. Voilà. Happy birthday to you, bon anniversaire. Thank you. À vous, cher Maxence. J'apprécie, merci beaucoup. Vous rajeunissez, vous, j'ai l'impression. C'est vrai? C'est super. Ouais. Allez, vous êtes la présidente eh bien, du collectif pour la paix en Afrique. Tout à fait. Ibouba, les journalistes politiques. Aujourd'hui, est-ce qu'il sera polémiste ou plutôt coup de cœur avec ces sujets d'actualité qui ont secoué la semaine? Ce qui me brûle la langue et ce qui brûle la langue depuis deux, on en parlera. Ouh là là, ça fait mal tout ça. Allez, face à vous, Monsieur Aben Naki, il est le président du CRI panafricain. Bienvenue à vous. Merci. À vos côtés, eh bien, Léon Anjourin Koboudé, il est directeur de la publication d'Afrique Union Magazine. Comment ça va? Ça va très bien. 2 mots sur Afrique Magazine, Union? Afrique Union Magazine est un magazine qui est dévolu à l'intégration économique en Afrique, tiré à 30 000 exemplaires, essentiellement distribué en Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc c'est un magazine, un bimestriel qui se veut, bien sûr, le baromètre de l'intégration en Afrique. Parfait, je vous invite d'ailleurs à vous le procurer et à le bouquiner un peu, d'ailleurs. Ça se bouquine aussi, non? Non. Oui, bien sûr. Il y a des sujets très intéressants qui peuvent être lus pendant une durée quand même assez longue. Bon, allez vous le procurer si vous le souhaitez très vite. Allez, on va commencer, messieurs et madame. Ce premier sujet, vous savez, il s'agit du Burundi. Burundi, des dizaines d'arrestations, des dizaines de manifestations, et puis Paris, qui regrette la violence. Ce que je vous propose tout de suite, avant de commenter ce sujet qui a secoué cette semaine, eh bien, je vous propose de regarder tout de suite le reportage réalisé par Moïse Munkoro. Regardez. Comme au Rwanda voisin, le Burundi a connu une guerre civile dans les années 90. Le conflit oppose Hutu et Tutsi. La guerre se termine partiellement en 2000 avec la signature des accords de paix d'Arusha en Tanzanie. Des accords de paix qui ont été ensuite intégrés dans la Constitution. L'ancien président Pierre Buyoya était présent lors de la signature de ces accords. La nouvelle candidature de Pierre Nkurunziza à un 3e mandat est-elle contraire à la Constitution? Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois, que nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels. Donc pour moi, il n'y a pas de débat. Les choses sont claires. Mais les partisans de Pierre Nkurunziza font toute une autre lecture de cet article 96 de la Constitution. C'est en 2005 que Pierre Nkurunziza accède pour la première fois au pouvoir. Mais il avait été élu par le Parlement et non par un vote populaire. En 2010, il est cette fois-ci élu au suffrage universel. Pour ses partisans, le président sortant a donc le droit de se représenter pour un second mandat au suffrage universel. Nous nous basons sur la Constitution, cette Constitution qui, en son article 96, qui parle de comment le président est élu au suffrage universel direct, avec un mandat renouvelable une fois. Mais plus tard, dans la Constitution, à l'article 302, vous allez trouver une ouverture grossière. Le Sénat a saisi hier mardi la Cour constitutionnelle burundaise.
C'est à elle désormais de trancher le débat sur la légalité ou non des nouveaux mandats du président Pierre Nkurunziza. Alors vous savez, Paris regrette les violences qui se sont déroulées ces derniers jours. Les États-Unis même d'ailleurs ont déclaré il y a quelques jours regretter la candidature du président pour un 3e mandat au Burundi. Et puis 3 radios, alors là on s'attaque maintenant désormais aux médias, 3 radios privées de diffusion, elles sont accusées d'appeler la population au soulèvement. Allez, par qui je commence ? C'est vrai, on peut le regretter, 3 radios, franchement, c'est pas elles qui vont appeler la population à un soulèvement populaire, elle ne fait qu'informer. Moi, je peux commencer. Oui, bien sûr, Voilà, allez-y, Maxence, allez-y. Non, mais je peux dire tout simplement que c'est quand même, c'est dommageable tout ça. Parce qu'en fait, quelqu'un, il a envie de se présenter au suffrage universel, donc un pan de la démocratie. En même temps, ce sont les médias qui sont muselés, on muselle à la liberté d'expression. Ça, c'est vraiment dommageable. Vous savez, le président Nkurunziza. Voilà, c'est très difficile pour moi de prononcer son nom. En fait, comme tout simplement. Voilà, comme il sait qu'il est très aimé au plus profond, comme il sait qu'il est très aimé à l'intérieur du territoire, donc le fait seulement d'empêcher ces radios de diffuser, ça permet à ce que ses partisans ne puissent pas entendre ce qui est dit. C'est vraiment dommageable. Bon, la Cour constitutionnelle est saisie pour cette histoire-là, mais ça ne fait rêver personne. Vous savez déjà que les gens critiquent cela. Donc, on ne s'attend pas à grand-chose. On sait très bien, on se dit peut-être que ça sera manipulé. Et tout ça, c'est encore un rendez-vous manqué de la réelle, vraie démocratie. Les 3 radios privées, mais je parle en même temps de la radio publique africaine, la RPA. Vous savez, elle a été aussi interrompue par le gouvernement. Le directeur de ce média, il dit aussitôt, il a critiqué la mise en place d'un plan macabre consistant à exterminer toutes les voix discordantes. Mais oui, on vous soutient, cher ami. Attendez, c'est pas normal. Enfin, nous, on est confrères et moi, je soutiens mes confrères. Enfin, je trouve ça scandaleux. Moi aussi. Oui, non, mais écoutez, pas soutenir ses confrères, je suis entièrement d'accord, mais la radio RPA, je crois bien qu'elle a l'habitude, en fait, donc en quelque sorte, parce que c'est pas sa première confrontation avec ce gouvernement actuel sur place au Burundi. On se rappelle très bien que, donc, antécédemment, donc, c'était le même problème qui était là, avec seulement la RPA. Seulement, cette fois-ci, ce n'est pas que la RPA, c'est aussi donc, d'autres presses privées qui se sont greffées là-dessus et qui ont donné l'opacité. Oh, mes chers amis, Bouba, là, on est en train d'assister à des séries de violences et en même temps une série d'arrestations. Donc on doit faire taire tout le monde. On doit museler les médias. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas pour la RPA. La RPA a toujours été dénonceur plutôt donc, sur ce podium politique donc, dans son pays, le Burundi notamment. Nous savons très bien que c'est une radio qui est très bien écoutée aussi au-delà des frontières. Au-delà des frontières effectivement, donc, du Burundi. 2 morts, c'est déjà trop à mon avis. Mais ce qu'il faudra souligner justement... Donc, de nombreux réfugiés. De nombreux réfugiés. Ce qu'il faudra souligner dans cette affaire-là, je crois qu'il faudra l'examiner sous plusieurs angles aussi. Mais la plus particulière, c'est qu'aujourd'hui, c'est un appel. Hein, c'est quelque chose qui est redondant, donc qui se repasse toujours en Afrique. C'est des gens qui veulent toujours donc, se greffer au pouvoir et qui ne veulent pas lâcher d'un seul coup. Je crois que c'est aberrant et à un certain moment donné, il va falloir que les Africains qu'ils puissent quand même prendre conscience de cela et qu'on puisse trouver une solution. Sachez que le président, en tout cas, Nkurunziza, il a été désigné candidat. Un parti, en tout cas, de son parti candidat, un 3e mandat à l'élection présidentielle du 26 juin prochain. Je pense ici qu'on a un problème d'interprétation de texte. Pour quelle raison? Parce que il y a d'un côté, il y a les partisans du président Nkurunziza qui disent qu'il a été élu par le Parlement et non pas par le peuple. Donc ce premier mandat-là ne compte pas dans la quantification du nombre de mandats. Et donc, eux, ils pensent qu'il peut encore se représenter après 2 mandats. Et il y a l'opposition, s'il vous plaît. Il y a l'opposition. Ce qu'on lui reproche... Non mais attendez, il faut quand même contextualiser la chose quand même à Benaki, c'est important. L'opposition, elle considère quoi? Y compris la société civile. Elle considère, d'accord, qu'un 3e mandat serait contraire à la Constitution. C'est ce que je suis en train de dire. Les partisans du président disent que c'est possible, qu'il peut faire encore un 3e mandat. Par contre, l'opposition et la société
société civile, mais surtout la jeunesse burundaise, qui refuse que M. Pierre Nkurunziza fasse encore un autre mandat parce qu'il en a déjà fait 2. Donc c'est un problème d'interprétation de test. On dit, quoi qu'on dise qu'il est aimé dans son pays, et par rapport à ça, il ferme les différentes chaînes de télévision. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un système où les dirigeants africains... En gros, Benaki, si j'ai bien compris, vous êtes en train de nous dire qu'en gros, il faut considérer qu'il a fait 2 mandats, donc là, c'est son 3e. C'est ça? Mais c'est non, en fait, ce qui se passe... Mais si, quand on regarde les textes en même temps, puisque vous nous avez rappelé qu'il a été élu, d'accord, par le Parlement. Par le Parlement. Donc, si on regarde les textes, il a été élu au suffrage universel 2 fois. Donc là, il considère que c'est le 3e. Ça, c'est ça. Donc on joue sur quoi là? C'est dangereux, non? C'est dangereux, justement. C'est ce qui est en train de provoquer, je crois, le soulèvement de l'opposition et de la société civile. En tout cas, Léon Jourin, oui, je pense qu'au-delà de la subtilité dans les interprétations de la Constitution burundaise, il y a quand même une réalité qui est triste. On a l'impression que ce pays n'a pas tiré les leçons du passé. Voilà un pays, il y a moins de 20 ans, a connu une guerre civile terrible, atroce. On a même parlé de génocide. Absolument. Et lui-même, c'est un ancien rebelle. Et bien sûr, on a un président qui n'a jamais ménagé ses opposants et qui devrait simplement quitter le pouvoir et repositionner sur le faux un de ses poulains pour affronter les candidats de l'opposition, mais qui nous sort un jeu complètement inattendu et dangereux. Aujourd'hui, le conflit est politique, mais personne ne sait si dans les jours à venir, on peut assister à une crise ethnique. Et c'est ça. C'est une crise ethnique. Voilà, vous avez lâché le mot. On n'est pas à l'abri de ça. Et déjà, j'ai appris que il y a quelques heures, les résidences universitaires ont été fermées parce que le pouvoir craint des marches gigantesques organisées par les étudiants. Est-ce que ça vous fait réagir, ça? Le Sénat a saisi il y a quelques jours, c'est tout récent. Il a saisi la Cour constitutionnelle au sujet de la légalité d'un nouveau mandat du président. Vu le contexte, je pense que les voix des institutions seront désormais bafouées. Ah, mais le Sénat a saisi la Cour constitutionnelle. Si les décisions ne vont pas dans le sens de la raison, c'est-à-dire le rejet de la candidature de Nkurunziza, on va assister à un vrai conflit. Mais personne ne croit à la Cour constitutionnelle. C'est un vrai... Si je peux juste 2 secondes, juste pour dire que cette Cour, cette juridiction, elle est... les gens la soupçonnent d'être inféodée. Donc, à votre avis, après que les gens soient descendus aussi massivement dans la rue, on s'attend à quoi? Je pense que l'intelligence à ce niveau voudrait que le président lui-même tire les conséquences. D'autant plus, comme je le précisais, c'est un ancien rebelle. Donc, il sait les conséquences de ce genre d'actes. Et puis, il est très aimé. Il est jeune, il a 51 ans. Il a beaucoup de choses à faire encore. Donc, il peut tirer facilement les conséquences de tout ça et ramener de l'ordre. Ça fait partie du bon sens. Vous êtes pour sa réélection, vous, hein? Pour le 3e mandat, oui. Si la Cour constitutionnelle dit clairement les choses en disant que... il y a une volonté... La société civile va vous tomber dessus. C'est le problème, c'est la volonté qu'il y a dans le pays. Pourquoi pas? Attendez, pourquoi pas? Écoutez, aujourd'hui... Non, ce n'est pas possible. On bâillonne toujours le peuple, on bâillonne la masse, on bâillonne la majorité et on se base sur des tests qu'on interprète mal. C'est ça le problème. Et ça, il faut faire attention parce que ça risque de fragiliser encore plus ce pays qui sort tout fraîchement de la guerre. Je crois que c'est des jeux politiciens, en fait. Nous avons vu ce qui se passe au Burundi ailleurs aussi, vous savez. Aujourd'hui, il y a beaucoup de caciques africains qui veulent toujours s'agripper au pouvoir parce que ce pouvoir-là, ils ne veulent pas le laisser. Et cela, vous ne le trouvez pas seulement en Afrique, mais c'est vrai que nous avons tendance où nous sommes identifiés par ces façons de faire-là. Et je crois que c'est regrettable. Le Burundi, si nous pensons un tout petit peu, donc nous savons très bien qu'il vient de sortir, comme l'a dit tout à l'heure Léon, donc d'une guerre infernale qui a marqué son époque. Et je crois qu'aujourd'hui, il doit y avoir une autre vision plus positive et plus démocratique, car cela a été notifié par le peuple, mais aussi par certains caciques. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, encadré, malheureusement, ce n'est pas le cas, mais aujourd'hui, il faudra juste savoir qu'il y a des gendarmes qui sont là derrière. C'est quoi? Ce sont les différents partenaires internationaux qui aujourd'hui aussi tirent l'épingle du jeu et mettent l'accent là-dessus. Les États-Unis, l'Union européenne, ont tous condamné, c'est fait. Est-ce que maintenant, cela poussera au président Pierre, comment il s'appelle encore là? Pierre Nkurunziza, donc j'ai du mal aussi à prononcer son nom, Pierre Nkurunziza, à se maintenir au pouvoir, oui ou non? Il est juste là le fond du problème.
Pourquoi pas, puisqu'on l'a vu au Burkina récemment. Puisque Blaise Compaoré avait quand même commencé dans la même manœuvre et finalement il est parti. Donc il peut se planter en sortant. En Afrique, je vous laisse la parole après, en Afrique, il y a un vent qui souffle. Ça, il faut. Et on ne peut pas l'ignorer. Vous le sentez? On le sent partout dans tous les pays. Mais vous le sentez depuis la France ou vous le sentez quand vous allez vous rendre en Afrique? Parce que c'est bien beau de dire les choses quand on est depuis Paris. J'y viens. Quand on se rend en Afrique, on sent ce vent-là qui souffle, qui s'apprête à souffler sur l'Afrique. On a vu au Burkina ce qui s'est passé. Et malgré Blaise Compaoré, son arsenal, mais il est parti par la volonté du peuple. Donc au Burundi, il faut regarder la volonté du peuple. C'est le contraire. Il faut que celui-là, il est soutenu par le peuple. Il est juste là. Je ne pense pas. Quel peuple le soutient? Je ne pense pas. Quel peuple le soutient? Non. Léon, s'il vous plaît. Et après, ça me permettra d'avoir une belle transition, s'il vous plaît, de passer au sujet justement consacré au Burkina Faso. De toutes les façons, aujourd'hui, les peuples d'Afrique ont soif d'une démocratie moderne. Une démocratie moderne, c'est quoi? D'ailleurs, les allers-retours en Afrique. Bien sûr. Et quand vous allez sur le continent, vous discutez avec les Sénégalais, les Ivoiriens, les Burkinabés, ils veulent avoir une démocratie à l'occidental. Disons simplement les choses. Et une démocratie moderne, c'est quoi? C'est 2 mandats de 5 ans ou de 7 ans. Et après, on a un autre visage qui incarne l'espérance, qui incarne l'espoir. Si Nkurunziza est soutenu dans ses manœuvres par la Cour constitutionnelle, je vous dis qu'on ne sera pas à l'abri d'une guerre civile, d'une guerre ethnique. Absolument. Allez. Eh bien, oui, absolument, c'est vrai. Pour tous celles et ceux qui veulent réagir, n'hésitez pas. Vous savez, vous avez la page Facebook qui vous est dédiée à vous, vous qui nous regardez depuis chez vous, depuis votre lucarne. Elle s'intitule Ça fait débat. Vous likez, vous commentez, vous réagissez en toute liberté d'expression. Et puis pour les tweetos, c'est Twitter, @CFD. Pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, sachez-le, ça fait débat ici même. Eh bien, avec nos débatteurs, Léon Anjourin-Koboudé, Aben Naki, Maxence Ancel et Ibouba, on va passer tout de suite au sujet. Évidemment, qui a plus que secoué la semaine, il s'agit du Burkina Faso, manifestation en faveur du nouveau code électoral. Eh bien, des milliers de personnes ont manifesté toute la semaine dernière, je ne vous l'apprends pas, en faveur du nouveau code électoral qui exclut des prochaines élections d'octobre les partisans de l'ancien président Blaise Compaoré. Alors, protéger, c'est des déclarations que j'ai vues partout. Il y a un slogan qui m'a un peu retenu mon attention, c'est « Protéger les idéaux de la révolution d'octobre ». Léon, tiens. Oui, de toutes les façons, ce nouveau code électoral ne répond pas aux normes conventionnelles mais démocratiques parce que ce nouveau code exclut de fait des Burkinabés qui ont des convictions politiques. Mais quand on connaît la situation politique au Burkina, quand on a analysé la volonté des anciens tenants du pouvoir à réviser la Constitution et quand on a vu les dérives, on peut donner raison aux auteurs en gros, disons-le, on veut écarter l'entourage de Blaise Compaoré. C'est ça en réalité. C'est ce qu'on ne veut pas nous dire. C'est ça. C'est antidémocratique, mais si cela peut servir de leçon à certains qui n'ont aucun respect pour la Constitution et qui pensent qu'il suffit d'être au pouvoir, de manipuler la Constitution, il suffit d'avoir ces hommes à la Cour constitutionnelle, à la Cour suprême ou au Sénat pour trépatouiller la Constitution, moi je dis tant mieux. Si c'est une leçon, je suis tout à fait d'accord. Écoutez, on respecte son point de vue. C'est justement, et bien entendu, nous sommes assis sur la même place. C'est justement ça qui fait que le peuple soutient cette ce nouveau code électoral. Ce n'est pas parce qu'ils sont contre les proches de Blaise, mais c'est justement parce que ces proches de Blaise ont soutenu pendant 27 ans les tripatouillages de la Constitution sans dire un mot. Donc c'est ça. C'est par rapport à ça qu'effectivement, ils sont condamnés. Bien entendu, au Burkina, il faut que tout le monde puisse se présenter. Mais s'il faut établir des codes électoraux pour sanctionner ceux qui sont dans les rébellions, ceux qui sont dans les tripatouillages, la longévité au pouvoir, toutes ces choses-là, nous, en tout cas, au CRI panafricain, nous soutenons ces gens de codes non, mais ça va dans le sens de ce que pour freiner le laisser-aller, en tout cas dans nos États africains. Vous savez quoi, je vais vous donner la parole. Juste, je voudrais vous soumettre, vous savez, ces différentes déclarations, moi, que j'aime beaucoup. Alors, il y a, par exemple, une série de micro-trottoirs qui a été réalisée, et ils disent, c'est aux lecteurs de décider qui seront leurs élus, y compris les pro-Compaoré, qu'on nous laisse, que le vote parle. Autre déclaration, réhabiliter la démocratie burkinabé, une démocratie qui bannisse l'impunité, qui promeuve la bonne gouvernance et dans laquelle nul saurait être au-dessus de la loi. Est-ce possible? J'aime bien ces déclarations, elles sont nuancées de beaucoup de sous-entendus.
J'ai envie de dire quelque chose. Aujourd'hui, l'émission-ci, Adil, peut-être vous ne le savez pas, mais là, vous venez de mettre sur la table une question fondamentale. C'est quoi la démocratie? Vous savez, je vais juste faire une petite entorse. C'est une vraie question, une belle question. Une petite entorse après la chute du mur de Berlin. On a pensé qu'il fallait l'économie de marché et la démocratie pour grandir, pour la grandeur des États. Aujourd'hui, nous avons l'économie de marché, mais aujourd'hui, on a un problème avec la démocratie, y compris même ici en France. Parce qu'il suffit seulement d'agiter quelques dictons populistes, quelques trucs comme ça, ou de saupoudrer d'argent, un peu d'argent. Et ici, par exemple, en France, on parle de ça, de clientélisme. Et du coup, quelqu'un prend le pouvoir. Là, on vient de parler du Burundi, on parle du Burkina, tout à l'heure on parlera de la Côte d'Ivoire et autre chose, mais vous allez voir que la démocratie, elle a une géométrie variable, chacun moule à sa façon, chacun décide qu'il veut. La démocratie par essence, on enlève, on écarte la personne qu'on ne veut pas. Vous voulez lui dire c'est le pays des merveilles, c'est ça? Non, mais c'est vrai. Mais je ne veux pas lui couper la parole, mais c'est la couleur démocratique en fait. Non, mais c'est ça, mais c'est quoi dans la démocratie? Moi, je vous dis aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental. Cette émission, parce qu'on n'en parle pas, même ici en France, on n'a pas tous des extrémistes, mais personne n'ose dire que la démocratie, c'est un principe qui n'est pas irréversible. Il faut renforcer la démocratie, il faut continuer à travailler, ce n'est pas un acquis. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il suffit d'être majoritaire, de venir au pouvoir par des moyens, et une fois qu'on est là, on ne travaille plus pour l'intérêt général. Et aujourd'hui, on a ces manifestations qui se battent pour garder un code électoral où on doit éliminer des gens avant. Sauf que la démocratie, par essence, veut que lors du scrutin, on élimine les gens qu'on ne veut pas. Vous voyez un peu le truc. Non mais c'est vrai, elle soumet une réflexion. Je crois que c'est ce qui fait. Je crois que c'est ce qui fait un tout petit peu donc la couleur de la démocratie, en fait, en quelque sorte, à ma vision spontanée des choses. Donc je ne suis pas du tout un spécialiste ou sinon en argueur de la démocratie. Mais ce qu'il faudrait juste peindre en fait sur ce paysage en fait politique en ce moment en Afrique, au-delà donc de la démocratie, c'est cette prétention en fait de certains caciques et de la population notamment. Qui jouent indignement donc, ou qui portent très mal ce fardeau de la démocratie en quelque sorte, parce que qui est mal dispatché, d'où la démocratie ne fait pas la faveur de certains pays et fait la faveur de d'autres. Ou sinon, d'autres ont aussi leur vision de la démocratie qu'ils ont étalée à leur façon. Je dirais par exemple le Sénégal qui a sa démocratie à sa façon, qui aujourd'hui ne prendra pas ou n'apprendra pas donc un seul signal donc, de la démocratie de quiconque dans ce monde-là qui a fait effectivement preuve et vu au sud de tout le monde. Mais cela ne peut pas se passer partout comme c'est fait au Sénégal ou ailleurs. Il faudra comprendre aussi que les populations... Donc, mais est-ce qu'on doit laisser les pro-Compaoré? C'est ça que ma question, elle est là aussi. Y compris les pro-Compaoré. Les pro-Compaoré, cela veut dire qu'il y a eu une transaction qui était là. Est-ce qu'on ne s'oriente pas encore vers de nouveau une nouvelle crise? Il y avait un conseil au Burkina Faso, il y avait un conseil de transition donc, qui était là, qui a été mis sur place lors donc comment ça s'appelle, de l'envahissement du Burkina, pas de l'envahissement, de la révolution donc du Burkina Faso au mois d'octobre, la révolte du Burkina Faso, la révolte populaire au mois d'avril, au mois d'octobre 2014, vous comprenez un tout petit peu. Donc il y a eu ce Conseil national, mais ce Conseil national a opté cela pour dire que, donc, parce que ces gens-là, ils sont contre la démocratie, donc tous ceux qui étaient là et qui n'ont pas voulu approuver cette loi-là, on les mettra hors de cette loi-là, parce que justement, ils n'ont pas voulu la mettre en œuvre depuis très longtemps. Alors, voilà, on va tenter, on va tenter. Aben Laki, quel avenir finalement? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'orienter tout doucement vers une autre crise, une autre révolte? Et puis surtout, doit-on laisser les pro-Compaoré finalement se présenter aussi, comme tous les autres? Moi, je pense que c'est une jeune démocratie qui est en train de se mettre en place au Burkina Faso après 27 ans de dictature de M. Compaoré. Il faut laisser cette jeunesse, ce peuple burkinabé qui est allé chercher sa liberté à prix de vie, parce qu'il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Donc il faut le laisser asseoir cette jeune démocratie qui est en train de se mettre en place. S'il pense que ces caciques dont parlait Ibouba,
qui pendant 27 ans, n'ont pas osé dénoncer ce qui s'est passé avec Blaise Compaoré, s'il faut les mettre de côté pour que la démocratie puisse se mettre réellement en place au Burkina Faso, je pense qu'il faut les soutenir. Il faut soutenir ce peuple burkinabé. Parce que, vous savez, nous sommes tous liés, que ce soit le Burkina, la Côte d'Ivoire, les petits pays à côté, le Togo et tout ça. Il faut regarder et choisir le bon exemple. Je pense que le Burkina Faso est sur le meilleur exemple. Il faut soutenir ce peuple. Ils ont surtout l'impression qu'on a chassé, ils ont chassé Blaise Compaoré par la porte et les autres reviennent maintenant. Et le système reste par d'autres, par les fenêtres, par plusieurs. Le système Blaise est toujours là. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Vous avez le sentiment que le système Blaise est toujours là, il est toujours présent. Si on accepte que c'est classique là. Ils manifestent, il y a cette peur là, il y a cette peur. Pourquoi est-ce qu'ils manifestent? C'est parce qu'ils se disent que si jamais il y a scrutin, c'est déjà biaisé. C'est pour ça qu'ils ont peur, c'est pour ça qu'ils manifestent. Parce que s'ils étaient... Déjà, il faut aussi qu'ils s'organisent. Moi, je m'aurais dit, c'est bien les révoltes. Une fois qu'on est, il faut quand même s'organiser. Mais c'est juste qu'ici, ils ont peur. C'est tout simplement, ils se disent que les autres connaissent, ils sont aux manettes. Enfin, ils connaissent les différents systèmes. Donc, ils connaissent les rouages. Donc, c'est la peur. Léon, oui. Je pense qu'il faut aussi rester à l'écoute de la Cour constitutionnelle pour voir si elle va déclarer constitutionnel ce nouveau code. Et pas comme au Burundi. Non, mais ce n'est pas le même contexte. Et voir vraiment si la volonté du peuple sera respectée. Et en même temps, je veux dire que la démocratie, ce n'est pas une chose universelle. Chaque peuple trouve en ses traditions, en ses coutumes, en ses usages également sa façon de renforcer la démocratie. Mais ce qui fait la respiration de la démocratie, c'est l'alternance. Quand il y a des partis, quand il y a des personnalités qui empêchent l'alternance, ceux-là deviennent des ennemis de la démocratie. Et donc, je trouve normal qu'on puisse leur infliger une petite sanction. Je rappelle que le texte a été condamné par tous les partenaires du Burkina. Oui, c'est normal. Tous les partenaires du Burkina ont condamné le texte, y compris l'ambassade des États-Unis. C'est ridicule. Moi, je pense pourquoi ils condamnent. C'est ridicule. Parce que les mêmes qui ont soutenu Blaise Compaoré pendant qu'il faisait sa dictature n'ont rien pu dire. Aujourd'hui, que ce petit peuple, y compris les États-Unis, aujourd'hui que le petit peuple burkinabé, avec sa jeunesse qui est montante, veut installer des choses propres au Burkina Faso. Et voilà que les donneurs de leçons se réveillent et disent non, il ne faut pas écarter certains, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Je crois que c'est ce qui soulève quelque chose effectivement qui pose problème. Qui pose un problème et qui est très important. Et c'est ce qui a fustigé aujourd'hui en Afrique. Il faudra que les Africains plutôt prennent leur destin en main. Je vous l'ai toujours dit sur ce plateau-là. Et les Africaines aussi. Non, les Africains, je dirais. Les Africaines, si vous voulez, avec un grand A. Parce que là, aujourd'hui, franchement, c'est... Aujourd'hui... Attention, vous avez une féministe à vos côtés. Oui, je sais très bien, de l'IDI en plus, mettez l'accent là-dessus. Mais par contre, je voudrais juste vous dire qu'il est temps aujourd'hui que les Africains prennent leur destin en main. Parce que c'est pas... pour moi, c'est très gauche aujourd'hui de voir quand même un continent, tout un continent, ce beau continent très riche, vivre donc vraiment ces méfaits tout à fait négatifs donc, qui est pêle-mêle et qui se versent sur elle. Et ce qui est tout à fait anormal, parce que justement, il n'y a pas une conjonction entre les peuples, il n'y a pas une conjonction ou sinon, il n'y a pas une prise de conscience donc, de collectif. Allez, parlons justement d'une autre prise de conscience, direction la Côte d'Ivoire à Ben Naki, et ça va vous faire plaisir. Pourquoi? Puisqu'on participe à une série de feuilletons, ici même, on en a parlé, et on en reparle ici. Donc la Côte d'Ivoire, le président ou les présidents du FPI? Justement, je soumets évidemment la réflexion ici même aux débatteurs et à la débattrice qui prônent le dialogue avec le pouvoir. Vous savez, dans la situation actuelle des choses, il ne s'agit pas de faire un bras de fer avec le pouvoir en place. Ça, c'est une déclaration qui a été faite par le président actuel du FPI. Et il dit notamment qu'il s'agit de prôner le dialogue politique, l'apaisement et la réconciliation. Déclaration faite par Afin Guessan, voilà. Merci. Alors, avant d'entamer, vous savez, Afin Guessan, il dit, je voudrais quand même un retour normal des choses au sein du FPI, parce que c'est la crise au FPI, il faut le reconnaître. Eh bien oui. Continuer le combat Gbagbo, c'est la question que je pose ici. Que faut-il faire? D'un côté, on a la déclaration d'une grande victoire, celle de la présidence, la nomination du nouveau président du FPI, il s'agit de M. Laurent Gbagbo. De l'autre, Afin Guessan, je vous donne la parole à Ben Naki. On n'y comprend plus rien là. Pascal Afin Guessan est président du FPI ou il ne l'est plus. Laurent Gbagbo est nommé président du FPI. Que se passe-t-il au sein du FPI, cher Ben Naki? On veut comprendre. Écoutez, ce qui se passe au sein du FPI est un problème profond. Parce que, pourquoi je dis profond?
le FPI a, à un moment donné, après la crise post-électorale, a raté un virage. C'est-à-dire que lorsque tous les caciques du FPI ont été emprisonnés et que le président Afin N'Guessan a été libéré, la première proposition qu'il a faite à la nation, c'était de faire les États généraux de la République. Est-ce que ce n'était pas un deal? C'était de faire les États généraux de la République. Je ne sais pas. Mais c'était de faire il a souhaité qu'on fasse les États généraux, proposé qu'on fasse les États généraux de la République. Or, il aurait fallu que M. Pascal Afin N'Guessan, président du FPI, fasse d'abord les États généraux du FPI. Vous ne voulez pas répondre? Est-ce que vous le reconnaissez comme président du FPI? Ce n'est pas à moi de reconnaître qui que ce soit. Monsieur Adil, les faits, non. Alors, je vous réponds. Ici, on est dans un lieu qui s'appelle Ça fait débat. Je vous réponds. Vous le savez que je ne supporte pas la langue de bois. Vous connaissez. Je n'ai aucune langue de bois. Vous connaissez mon franc-parler. Est-ce que oui ou non, vous reconnaissez la présidence de Pascal Afin N'Guessan en qualité de président du FPI, oui ou non? Le président Laurent Gbagbo, dans sa cellule de Scheveningen, vient d'être élu président du FPI par la majorité des militants, des fédéraux du FPI comme étant le président. Donc vous ne reconnaissez pas Pascal Afin N'Guessan? Dès l'instant où ce congrès a eu lieu, le CRI panafricain lutte depuis fort longtemps pour le président Laurent Gbagbo. Le CRI panafricain mène le combat de la libération. Donc vous ne reconnaissez pas Pascal Afin N'Guessan, le président du FPI, qui appelle de tout cœur pour un apaisement, qui appelle à la réconciliation. Donc on est en train de s'orienter vers une autre crise. Je pense que ces élections qu'on va suivre ici vont faire très très mal, je pense. Ce qui est intéressant de dire, c'est qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, j'étais là ici le mois dernier où j'ai parlé, où j'ai lancé l'appel pour l'union de l'opposition. Et effectivement, cette union est mise en place. Aujourd'hui, il y a eu la création. J'ai eu des commentaires des pro-Ouattara qui m'ont dit arrêtez ça, c'est du blabla. Les pro-Ouattara qui s'occupent déjà du stade qui n'ont pas pu remplir. Ceux qui nous regardent en Côte d'Ivoire nous ont dit ça, cher Aben Naki. Ils nous ont dit arrêtez avec votre salade. Vous imaginez les mots qu'ils emploient? S'il vous plaît, les pro-Ouattara qui se taisent. Parce qu'avec 2 milliards... milliards... ils se taisent? Mais attendez... Vous les défendez, vous êtes l'avocat, les pro-Ouattara? Je ne suis pas ni l'avocat du pro... Alors laissez-moi vous dire... Sachez-le, je vais vous dire quelque chose. Mais attendez, s'il vous plaît, Benaki. Je suis ni un pro-Ouattara, ni un pro-Gbagbo. Je suis pour qu'on installe un débat de façon constructive et intelligente. Je vous dis simplement, on a plein de commentaires venant de la part de téléspectateurs ivoiriens qui nous regardent là-bas, et vous ne pouvez pas leur dire, vous, ici, d'un coup de revers de main, oh, attendez, les pro-Ouattara, ici, ils n'ont pas, de liberté de parole. Moi, je prône ici la liberté de parole, cher Benaki. Oui, mais... tout le monde ait droit de citer ici. Je dis qu'ils se taisent sur le cas de l'opposition ivoirienne, qu'ils se taisent, parce que eux, les pro-Ouattara, le RHDP, qui est la coalition des 5 partis politiques, qui ont lancé partout, avec 2 milliards de francs du contribuable ivoirien, n'ont pas pu remplir un stade de 35 000 personnes. Donc ça, c'est une défaite déjà. Ça veut dire que M. Ouattara n'est pas populaire en Côte d'Ivoire. Donc ça, voilà. Donc c'est pour cela que je vais amener les pro-Ouattara dans un débat où on parle du FPI, attendez, que les choses, attendez, s'il vous plaît. Voici la réponse s'il vous plaît. Moi, si je vous parle des Oui. pro-Ouattara, c'est parce que je vous le dis vraiment, je vous invite à regarder. On a eu énormément de messages concernant des téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent en Côte d'Ivoire. Et eux, c'est peut-être des pro-Ouattara, et certainement, en tout cas, c'est légitime, lorsqu'il faut savoir aussi les entendre et les écouter. Et puis, d'ailleurs, je ferai de temps en temps, il m'arrive ici même de faire part de ces commentaires, et je le ferai, et je continuerai à le faire. Et moi-même, je ne suis ni pro-Ouattara, ni pro-Gbagbo. Je suis pour un débat intelligent. Parlons du FPI et parlons de la Côte d'Ivoire, par exemple. Non, mais parlons aussi de ce qui fait mal le FPI en ce moment. C'est ça qu'on au FPI est quand même très passionnante. Bon, sur le fait, je vais peut-être un peu décevoir mon ami de la droite. Mon voisin, la vérité, c'est quoi? Le président du FPI, c'est Afin N'Guessan. Le leader charismatique du FPI, c'est Laurent Gbagbo. Alors, c'est ça la vérité. Maintenant, je me demande si cette stratégie des pro-Gbagbo sera payante. On est à moins de 8 mois des élections. C'est très hélas, non.
On est en train d'installer une véritable crise. Bien sûr, et je crois que le FPI sera le grand perdant de la prochaine présidentielle. Je ne suis pas persuadé que Afin Guessan, lâché par les caciques du FPI, Afin Guessan n'ayant pas de ressources financières pour aller sur le terrain, n'ayant pas de soutien politique, je ne suis même pas convaincu qu'il puisse avoir la capacité de recueillir au moins 5% des voix. Votre analyse. Non, Ils seront tous perdants. Analyse intéressante. Moi, je vais aller dans son sens. Et après, je vous redonne la parole. Afin Guessan, s'il est le président, je sais bien. S'il est le président de ce parti, qui nous laisse ses vœux. Ses vœux, j'appelle à l'apaisement. J'appelle à la réconciliation. Tout ça, c'est des vœux. Ça me rappelle la citation de Voltaire, qu'il sache que les sentiments ne se commandent point. Merci. Il faut qu'il travaille. Il faut qu'il rentre dans son parti. Vous avez vu, on a des pros de Guessan. Ça, c'est très intéressant. Oh là, ils sont derrière, hein. Ils sont derrière, Pascal. Cher Pascal, si tu nous regardes, je te tutoie maintenant. Je vous vois. Cher Pascal, si vous nous regardez, vous avez des pros. Moi, je veux juste qu'il m'écoute. Je veux juste qu'il m'écoute. Je vais lui donner un peu quelques petites idées. Parce que quand on est leader et qu'on se réclame leader et que surtout il veut se comparer à M. Laurent Gbagbo, ce n'est plus les paroles. Il faut qu'il fasse travailler son parti. Quel est son programme pour aller affronter les pro-Ouattara et Ouattara lors de ces prochaines élections, puisqu'il a affirmé que... Mais on lui reproche sa proximité avec le pouvoir. Je termine juste, on lui reproche à Pascal Guessan. Non, ce que j'ai voulu dire, c'est que ça fait chaque fois dans les débats où on a pro-Ouattara, pro-Gbagbo, pro-Ouattara, pro-Gbagbo, personne ne parle du contenu. Que va proposer les pro... J'ai eu ici un pro-Ouattara face à un pro-Gbagbo, c'était chaud. Mais le contenu d'Afin Guessan, c'est quoi? Il est président qui parle du contenu. Pour tous celles et ceux qui viennent de nous retrouver, ça fait débat. On parle de la Côte d'Ivoire concernant évidemment la présidence au sein du FPI, hein, une crise qui s'installe depuis maintenant plusieurs mois. Ibouba, je vous donne la parole puisque vous l'avez réclamé depuis tout à l'heure et je reviens vers Abennaki qui souhaite absolument recentrer un certain nombre de choses. Donc, ou recadrer peut-être. Voilà, donc moi je vais retourner un tout petit peu sur le paysage politique ivoirien en quelque sorte. Donc, en tant que journaliste politique, bien sûr. Et vous êtes quoi, pro-Ouattara ou pro-Gbagbo? Non, je suis ni pro-Ouattara ni pro-Gbagbo. Donc je sais que non, je suis pro-Côte d'Ivoire. Tiens, pas mal ça, pro-Côte d'Ivoire. Non, mais c'est bien. Alors moi, je suis pro-Côte d'Ivoire si c'est ça. Voilà. Je suis pro-africain en fait. Moi, je suis pro-africain. On est tous pro-africains. Oui, d'accord. Mais je voudrais mettre l'accent là-dessus, justement dans le contexte où ça se trouve aujourd'hui. C'est qu'il faudra comprendre que M. Afin Guessan, je crois bien que est le président légitime aujourd'hui donc du FPI. Abennaki, il va se fâcher. Non, légal, légitime. Il va se fâcher, Abennaki, il va se fâcher. Légitime ou légal. Laissez-le tranquille, s'il vous plaît. Je voudrais quand même qu'on le garde là un peu. Il va se fâcher, Abennaki. Pourquoi Afin Guessan? Parce qu'aujourd'hui, c'est Afin Guessan qui a pris beaucoup de coups. Vous le savez très bien, c'est Afin Guessan qui était en prison. Afin Guessan, moi je crois que c'est un monsieur. C'est les risques du métier. C'est les risques du métier, mais un monsieur très intelligent. Mais Ibouba, vous faites. Pardonnez-moi cette rivalité. Vous me faites marrer. Mais un homme politique prend des coups. Oui, d'accord, il prend des coups. Ne soyez pas surpris qu'il prenne des coups. C'est pas un problème. Mais jusque-là, rendez à César ce qui appartient à César. D'accord? Monsieur Afin Guessan, aujourd'hui, est en train... Il ne faut pas, surtout pas s'amuser à comparer Pascal Afin Guessan à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est quand même un grand monsieur. Je ne parle pas de ça. Comme il a dit tout à l'heure, Léon, monsieur Laurent Gbagbo est le leader charismatique du FPI. Mais aujourd'hui, comme celui-là est derrière les barreaux, excusez-moi du terme, je ne le souhaite pas pour lui, c'est vrai, mais ce qui est fait est déjà fait. Afin Guessan, donc, est le président légitime du FPI et est en train de négocier d'une façon intelligente et d'une façon très politicienne. Donc, ça marche pour effectivement mettre ce parti-là en ligne face donc, au parti du pouvoir qui est très fort et qui aujourd'hui... Attendez, je vais finir mon raisonnement. Des idées, de programme. Non, mais pas de programme. Il ne peut pas le faire. Écoutez, vous pouvez mais ça fait que des paroles. Vous ne pouvez pas vous battre devant papa. Vous ne pouvez pas vous battre avec quelqu'un qui est plus fort que vous. Mais qui est plus fort que qui là-dedans? Maintenant, mais attendez, le parti de Ouattara, tu ne vas pas... Mais son parti est le principal parti d'opposition. Le contexte politique, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le contexte
excusez-moi, le contexte politique. Non, mais laissez-le exprimer son point de vue. Oui, mais d'accord, mais le contexte politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. L'UMP ne peut pas se battre. Ils doivent travailler il doit travailler son programme. Il y a une façon de travailler, madame. Mais c'est quoi? Mais il faut travailler d'une façon intelligente. On a parlé de deal tout à l'heure. Si M. Afin Guessa est libre aujourd'hui, c'est pas fortuit. D'accord. Non, mais regardez le contexte politique de la Côte d'Ivoire. Alors, on va écouter quand même. Je vous donne la parole, Léon. Je vous redonne à Belnaki la parole parce que ici, tout le monde soutient Pascal Afin Guessan. Très calmement, oui. Très calmement. Je voudrais pas qu'on me coupe quand je veux expliquer certaines choses. Très calmement. Afin Guessan, comme il a dit, oui, effectivement, a mené une grande lutte quand il est sorti de prison. Il a mené des batailles qui étaient visibles. Il a sorti le peuple. Il a pris des coups. Effectivement. Aujourd'hui, il y a un paysage politique ivoirien qu'il faut regarder. Il y a un Ouattara tout-puissant, qui est le chef de l'État, qui est dans sa ligne, qui a les moyens, qui a l'armée, qui a tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire face à cette personne? C'est vrai, le FPI, qui est un parti politique, qui doit aller à la conquête du pouvoir. Mais comment il y va à cette conquête du pouvoir? M. Afin Guessan a décidé de prôner le dialogue avec le pouvoir en place. C'est vrai qu'il a prôné ce dialogue, mais est-ce que ce dialogue-là est reçu aussi par le pouvoir en place? Est-ce que le pouvoir de M. Ouattara accepte aujourd'hui le dialogue quand on voit que ce dialogue a échoué parce que Mme Gbagbo a été condamnée. S'il vous plaît, M. Ibouba, s'il vous plaît, ce dialogue échoue parce que Mme Simone Gbagbo est condamnée à 20 ans de prison. Les réfugiés sont encore... C'est une figure emblématique, c'est ça le symbole aussi du dialogue aussi. C'est pas qu'on libère deux petits gendarmes. Écoutez-moi, c'est pas qu'on libère deux petits gendarmes à la Maca qu'on dit qu'il y a un dialogue qui porte. Il y a des figures emblématiques de cette lutte, de cette crise que nous avons connue. Madame Simone Gbagbo a été condamnée à 20 ans de prison. Les réfugiés sont encore en exil. Il y a encore des prisonniers politiques. Il y a des personnes qu'on arrête encore. Il y a des personnes... Alors, je vous dis, l'analyse aujourd'hui... Voilà, ce que je voulais dire par là... Il faut le soutenir. J'ai dit de regarder le paysage politique. Si vous ne le soutenez pas, vous allez soutenir qui? S'il vous plaît. J'ai dit de regarder le paysage politique. Aujourd'hui, M. Aboudraman Sangaré, qui est plébiscité par tout l'ensemble, en tout cas, des caciques et qui ont procédé à l'élection du président Laurent Gbagbo, est dans la coalition de l'opposition que nous avons mis en place pour aller contre le régime de M. Ouattara. Alors, pourquoi M. Afin Guessan ne rejoint-il pas cette coalition de l'opposition? Pourquoi voulez-vous qu'une coalition rejoigne une seule personne? Afin Guessan a été le meneur numéro 1 et a été effectivement... Non, écoutez, après Ouattara, après Gbagbo, nous savons très bien qu'Afin Guessan a fait... Vous l'avez souligné tout à l'heure. Il a fait un travail énorme. Et ce monsieur est hyper intelligent. Je vous assure que si vous voyez à la vision spontanée des choses, moi personnellement, si vous savez un tout petit peu c'est que la politique, le monsieur est en train de négocier son pourparler un tout petit peu pour pouvoir avoir une certaine force motrice au niveau de la Côte d'Ivoire et éventuellement essayer de pallier aux problèmes qui posent à ce parti-là. La nouvelle coalition de l'opposition. C'est ça la vérité. Pourquoi la coalition ne soutient pas monsieur Afin Guessan? Pourquoi la coalition ne soutient-il pas monsieur Afin Guessan? Laissez-le s'il vous plaît. Pourquoi il soutient pas Laissez-moi parler. La coalition de l'opposition qui s'est mise en place, c'est la coalition des 4 poids lourds du PDCI qui sont sortis, qui sont contre l'appel de Daoukro, qui sont dans cette coalition. Il y a des partis politiques, dont le CRI panafricain, le leader de monsieur Mamadou Koulibaly, l'UDL de monsieur Aipo Martial et tous les autres partis, y compris le FPI originel de M. Gbagbo Laurent, avec à sa tête M. Aboudraman Sangaré, qui sont dans cette coalition. Alors l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est quoi? C'est d'aller en rang serré de l'opposition pour battre Ouattara dans les élections. Mais ce n'est pas pour les élections seulement. C'est au départ, aller chercher les acquis. Pour le moment, personne n'est d'accord. Pour le moment, il n'y a rien qui est construit. Rien n'est fait. Reconnaissez-le. C'est lâche de ne pas soutenir Afin Guessan. C'est très lâche. Léon, la finesse, le sage. Léon en joue un. Et ensuite, Maxence Ancel. Non, mais de toute façon, je suis quand même un peu étonné que les pro-Gbagbo n'aient pas l'initiative de rejoindre Afin Guessan pour agrandir la plateforme revendicative politique et l'imposer à Ouattara.
pour aller aux élections. Non, pas une plateforme. Non, mais c'est pour cela que je dis les pro-Gbagbo doivent le rejoindre. Non, mais c'est lui le président du parti. On l'a pas écarté. Mais c'est lui le président du FPI. C'est le classique numéro 1. Le FPI n'est pas le seul parti politique en Côte d'Ivoire. C'est légitime. Le plus grand parti de l'opposition. Mais aujourd'hui, Afin Guessant, dans sa position, sort carrément des grandes instances de ce parti. On a voulu isoler Afin Guessant et je crois que c'est une erreur fondamentale. On veut l'isoler et je vous assure tout, si les pro-Gbagbo veulent le dégel de leur compte, s'ils veulent la libération des prisonniers politiques, mais ils doivent que je soutiens d'ailleurs ici dans sa Nous sommes à 5 mois des élections. Il n'y a plus de négociation dans ce sens. Il faut se mettre. Il faut se mettre. Non. Il faut se mettre. Mais bien sûr que si. Pour changer de régime. Ça fait 4 ans qu'on négocie avec M. Ouattara. Il n'écoute pas les négociations. Il n'écoute pas les dialogues. Maintenant, il faut se mettre en ordre de bataille pour enlever Ouattara au pouvoir dans les urnes. Vous êtes très mal parti là. S'il vous plaît, je vais essayer simplement de recadrer un peu le débat, s'il vous plaît, pour que ça soit un peu audible pour nos téléspectateurs, tous celles et ceux qui nous regardent. S'il vous plaît, il nous reste quelques minutes encore. J'ai encore le Sénégal que je vraiment, de tout cœur, je souhaite traiter. On a beaucoup débordé et je l'ai fait de façon très volontaire, mais en même temps, c'est la Côte d'Ivoire. Maxence, ce sera le mot de la fin pour clore ce chapitre Côte d'Ivoire. Allez-y. Oui, pour une pro-Côte d'Ivoire, j'ai juste envie qu'un instant qu'on se souvienne de ce qu'était la Côte d'Ivoire à l'époque. Houphouët-Boigny. C'était un très beau pays. Mais aujourd'hui, parce que là, si vous voulez aller enlever, vous affrontez M. Ouattara, vous êtes très mal parti. Et là, c'est une femme politique qui vous le dit. Nous sommes à quel? Vous avez dit 5 mois seulement des élections. Actrice politique de Vous avez tout raté là. C'est faux. Ça veut donc dire que vous allez continuer à vous battre encore de Ouattara, C'est vous à l'échec. Monsieur, vous avez dit... Les spécialistes journalistes vous le disent. C'est dangereux de se voilà. Regardez, journalistes politiques, c'est très mal parti. Et soyez une opposition constructive. Mais rejoignez Afin Guessant, c'est un de vôtres. Faites un programme. Vous voulez mettre Afin Guessant à l'écart. On veut l'isoler. Allez, papa, s'il vous plaît. Le débat. Non. Adil, 2 secondes. 2 secondes, vraiment 2 secondes. Oui, 2 secondes. En 2 secondes. Je ne suis pas d'accord quand on dit que l'opposition ivoirienne est mal partie. Elle est très bien partie. Je vais vous expliquer. Laissez-moi parler. Le FPI est mal parti. Le FPI peut être un mal parti, mais je vous parle de l'opposition ivoirienne. Je vous parle de l'opposition. C'est quoi le projet? Non, stop, s'il vous plaît. On ne peut pas. Non, on va pas refaire le débat. On parlait du FPI, s'il vous plaît, Abdelnaki, mon cher Abdelnaki, nous sommes obligés, je suis vraiment malheureusement obligé d'avancer. Il nous reste un dernier sujet, en plus on me signale à mon oreillette qu'on est très très en retard. Écoutez, on va avancer, le dernier sujet, c'est le Sénégal. Et puis on aura l'occasion ici de traiter la Côte d'Ivoire. De toute façon, la couverture, ici, ça fait débat, je peux vous le dire d'ores et déjà, on va la couvrir ici même, ici avec, je le souhaite, j'espère des correspondants sur place, et puis des débatteurs, des acteurs comme vous ici, des protagonistes, des opposants, des pro-Ouattara, des anti-Ouattara, des pro-Côte d'Ivoire, seront ici présents sur ce plateau dans Ça fait débat pour traiter cette couverture. Sénégal, mobilisation pour la libération de M. Amadou Sall. Vous savez qui est ce M. Amadou Sall? C'est l'avocat très proche de Karim Wade. Alors, Maître Amadou, il a été dans le passé ministre de la Justice. Et aujourd'hui, il est accusé d'offense au chef de l'État et d'atteinte à la sûreté de l'État. Tiens, surprise. Ibouba, ça vous surprend? Ça ne me surprend pas. Est-ce que Macky Sall, est-ce qu'Amadou Sall ne dérange pas un peu Macky Sall là? Les deux homonymes. Ça ne me surprend pas, mais c'est que je voudrais juste vous mettre l'accent un tout petit peu sur le pays qui est le Sénégal. Je crois que la justice sénégalaise est indépendante. Monsieur Amadou Sall, j'ai rien contre lui. Je suis dit le contraire. D'accord, mais j'ai rien contre monsieur. J'ai rien contre monsieur Sall, Amadou Sall. Donc, qui a été effectivement, qui connaît bien le droit d'ailleurs, donc qui a été garde sceaux au Sénégal, qui est aujourd'hui donc se trouve dans une situation. Grand avocat de renom, qui se trouve aujourd'hui dans une situation qui n'est pas du tout confortable, dont je regrette personnellement. Je le rappelle, elle est soutenue par 200 avocats africains. D'accord, très bien. C'est énorme. Il est soutenu par 200 avocats. Il est soutenu par les 200 des avocats africains et sénégalais qui font 200. Mais ce qui
qu'il faudra comprendre, c'est que M. Sall, Amadou Sall, connaît bien, très bien donc, le droit. D'accord? Il a été garde des Sceaux. M. Sall a été aujourd'hui rattrapé par l'article 80 du Code de procédure pénale du Sénégal. D'accord? Il est poursuivi pour manœuvre et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves ou à enfreindre la loi. Donc c'est un monsieur qui connaît... Voilà, offense au chef de l'État, c'est trouble. Donc c'est un monsieur qui connaît très bien ce que c'est que la loi sénégalaise, qui a été garde des Sceaux au Sénégal. C'est regrettable de le voir dans cette situation-là. Moi, personnellement, donc, je ne suis pas pour cet article-là, donc cet article 80. Nous avons vu aussi donc, des gens de la législation, effectivement, des députés qui ont prôné, qui ne sont pas aussi pour, effectivement, donc, cet article 80. Mais c'est un article qui est là depuis le temps de Léopold Sédar Senghor, en fait, lorsqu'il y avait donc ce parti unique. Il faudra aussi le souligner qu'aujourd'hui, M. Amadou Sall, cet article, il existe. Et il a été rattrapé par cela. Aujourd'hui, le débat se place pas là. Le débat se place que beaucoup ont été choqués, si vous voulez, par ces accusations d'offense au chef de l'État, y compris sa propre mère. Sa propre mère, si elle nous regarde, vous savez ce qu'elle a entamé? Nous sommes des Africains. La grève de la faim. Chère madame, ménagez-vous quand même. Oui, d'accord, c'est vrai que... Non. Le cœur d'une mère, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. On peut comprendre cela. Mais cela veut dire qu'aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Léon. Il ne faut pas mélanger vitesse et précipitation. Ce monsieur a été ministre garde des Sceaux, qui connaît très bien l'article 80. Donc il s'en sortira. Non, mais le Sénégal, la justice du Sénégal est une justice libre. Vous comprenez? Mais quand vous entendez Abdoulaye Wade, il dit non. Non, c'est une justice. Il y a deux poids deux mesures. Non, il n'y a pas deux poids deux mesures. Il n'y a pas deux poids deux mesures. Abdoulaye Wade avance comme propos. Et comme il a ses pôles d'avocats, lorsque ça concerne Karim Wade, il y a deux poids deux mesures. Il y a ces pôles d'avocats qui sont là. Je crois qu'ils feront le nécessaire pour le libérer. Mais il sait très bien qu'il a été rattrapé par cet article. Allez, on va avancer, s'il vous plaît. Je ne sais pas, Carole, combien de temps il nous reste, mais on va avancer. C'est étonnant ce soutien des avocats sénégalais et africains pour Maître Sall, parce que Maître Amadou Sall a fait ces déclarations qu'on condamne dans un cadre purement politique. C'était au cours d'un meeting politique. Et ce que les gens oublient, c'est ça. Ce n'est pas dans un tribunal qu'il a tenu ses propos. Il a traité le chef de l'État d'incompétent. Il a même utilisé des mots que je n'ose pas reprendre ici. Moi, j'estime que quand on est homme politique, on assume ces déclarations. Il y a, la démocratie, bien sûr, il y a un code pénal. Il y a un code pénal qui est là pour Léon, pour l'ouvrier, pour le ministre, pour l'ancien président de la République, pour l'avocat aussi. Et Maître Sall, c'est un tribun, il sait bien utiliser tout ça. Pour lui, c'est aussi aucune impunité, vous êtes en train de nous dire. Aucune impunité, y compris pour l'avocat. Bon, mais je crois que dans les jours à venir, il va bénéficier d'une liberté provisoire. D'une liberté provisoire. Ça, j'en suis sûr. Ouais, j'en suis sûr. Moi, je reviens du Sénégal, voilà. Vous avez soufflé ça? Ah, on a un scoop là. Même on a un scoop, c'est vrai. Je crois qu'il va bénéficier d'une liberté provisoire. En exclusivité dans Ça fait débat. Ben oui. Il va être libre. C'est possible, ouais. Il nous reste 40 secondes. 40 secondes. J'ai 20-20. Allez-y. Bah, écoutez, moi, je pense que au niveau de Maître Sall, je pense que c'est un problème qui dépasse même le cadre politique. C'est des comment on dit, des picotements que les gens se lancent entre anciens collègues, anciens camarades du PDS, parce que les uns et les autres ne pensaient pas que Macky Sall pouvait assumer cette haute responsabilité. Et même son père le traitait d'un mot qu'on appelait drianké, quelque chose comme ça, qui veut dire une gonzesse. Wade le traitait d'une gonzesse. Donc le voit aujourd'hui dans cette posture de président de la République, mais il ne l'admet pas. Donc il faut toujours... Lui qui a été élu par exactement, c'est ce que je dis. Donc ses camarades... Je ne sais pas d'où ça vient, ça, là. C'est vous qui nous ramenez de la République. Mais regardez ce qu'il dit dans sa phrase. Ce qu'il dit, il n'a pas voulu prononcer le mot. Eh ben voilà, mais c'est dans la même lignée. Dans la même lignée, on l'a traité de... Bon, ne rentrons pas dans ça. C'est pas le débat. Aujourd'hui, je termine pour dire que le président Macky Sall utilise l'article 80
pour dire un peu à ses camarades, je dois stop, je suis quand même le président de la République. Je dois rendre antenne. Vous avez malheureusement 5 secondes. 5 secondes. Je suis désolé. Mais dans ce cas, je ne vais pas redire ce qu'ils ont dit et juste parler de cette mobilisation. Il faut savoir que c'est quand même une profession où il y a beaucoup de solidarité, dont cette solidarité s'exprime à travers cette grosse mobilisation de ses collègues. Donc c'est juste le dilemme ici en France. Exactement. Allez, merci Maxence. Merci à vous. Et en tout cas, un scoop a été lâché ici même en exclusivité dans Ça fait débat par Léon Anjorin. Probable liberté provisoire. Probable liberté provisoire ici même. On ne confirme pas, mais en tout cas, on vous le dit, peut-être ici dans les jours à venir. Merci à Léon Anjorin Koboudé, directeur de la publication d'Afrique Union, que je vous invite tout de suite à découvrir et à lire, magazine. Merci à Ben Naki, le président du CRI pan-africain. On souhaite aussi bon courage, évidemment, y compris au FPI, bien sûr, absolument. Que les choses vite qu'on sorte de cette crise, parce qu'évidemment, l'intérêt qui doit primer, c'est la Côte d'Ivoire. Il faut rejoindre la coalition de l'opposition. Maxence Ancel, président du collectif pour la paix en Afrique. Et puis Ibouba, redoutable journaliste politique. Merci à vous. Merci à tous celles et ceux qui réagissent. Vous pouvez continuer à le faire sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter @CFDébat. Merci à toute l'équipe de réalisation et technique. À la semaine prochaine avec autant de plaisir. Ciao, ciao. D'ici là, portez-vous bien.